Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir David Langlois-Mallet parmi nous, qui est d'ailleurs chez lui, puisqu'il écrit dans Royaliste depuis quelque temps. Nous allons parler d'un sujet que nous n'avons pas abordé dans ces mercredis depuis 30 ou 35 ans à peu près. Paris, sauf avec Roland Castro, vous avez parlé du Grand Paris, mais il y a eu très peu de conférences sur Paris, sur les questions d'urbanisme en général. Donc je suis très heureux que David vienne nous en parler, étant donné qu'il a une longue expérience dans ce domaine, quant à cette ville. Je vais lui passer tout de suite la parole, et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. David, vous avez la parole. Merci Bertrand, merci à tous d'être venus. C'est une causerie plus qu'une conférence, parce que j'ai vu qu'au fil des rendez-vous, il y avait des personnages doctes qui avaient écrit des thèses très solides, etc. Moi, c'est vraiment le point de vue d'un reporter de terrain, d'un parigot, un point de vue du quotidien. Et je pense qu'en plus, Paris, c'est un sujet qui est forcément partagé, parce que c'est quelque chose sur lequel on a tous une opinion et sur lequel on a un imaginaire. C'est une ville, en fait, on parle tous de quelque chose et c'est pas toujours le même Paris. Alors je peux essayer de dire quel est peut-être mon Paris, pour déjà être un peu peut-être correct vis-à-vis de vous, et puis peut-être pas entretenir un malentendu. Je voyais des gens qui parlaient de Paris et qui parlaient de la capitale. Moi, je ne parle pas du tout de la capitale. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sous un angle Paris-capitale. Je suis sous un angle vraiment Paris-village, un Paris très quotidien, un Paris populaire, un Paris qui reste très attaché aux vieilles maisons. Moi, j'ai grandi dans une petite maison de chanoine de l'île de la Cité. Et qui était à l'époque encore un quartier populaire, et à observer la vie autour de moi, les gens, le quartier, et de voir ce micro-village qui était celui de l'époque, et ce climat à la fois très très privilégié d'être dans un jardin. Finalement, il y avait encore ces derniers jardins de Paris, au cœur du bâti parisien, et de vivre avec les oiseaux, de vivre avec Notre-Dame, d'avoir une vie de Paris très bucolique et on pourrait dire très provinciale. Et je pense que dans les relations qu'un Paris village, qu'un Paris populaire entretient avec la capitale, on est finalement beaucoup plus proche de ce que les gens en province détestent en général dans Paris, c'est-à-dire un pouvoir très dirigiste qui écrase, qui est très autoritaire. Et voilà. Donc d'autres personnes peut-être auront une expérience du Paris capitale et parleront depuis ce Paris capitale, depuis un Paris haussmannien, depuis un Paris de l'État. C'est pas du tout mon approche, et moi je crois au contraire à un Paris vraiment quotidien, villageois. Je me souviens que quand j'étais gamin, à ma fenêtre, donc je savais, il y avait les derniers toits de Paris qui avaient échappé au massacre haussmannien autour de moi. Moi, j'ai acquis très tôt une profonde détestation, je dis sincèrement, d'Haussmann. Je déteste ce Paris qui ressemble à un échiquier, qui est un Paris mis en coupe réglée, avec des grandes avenues, alors qui peuvent avoir leur beauté, c'est pas forcément une hostilité absolue. L'avenue de l'Opéra est très belle, l'Opéra, ok, ça vaut, mais la destruction de quartiers entiers comme mon quartier d'enfance, c'est des choses qui ne passaient déjà pas quand j'étais petit. C'est des choses qui est vraiment viscéralement ancrée, la détestation de cette destruction de la ville. Quand on voit l'île de la Cité, il y a très très peu de maisons qui ont été sauvées du ravage haussmannien, c'est-à-dire qu'on avait la chance, finalement il n'y a pas si longtemps, puisque Haussmann n'est pas si vieux, de posséder vraiment un vrai cœur de ville, qui était un cœur de ville médiéval, avec un beau bâti. Les maisons, c'est des maisons avec des poutres magnifiques, avec une ambiance qui est incomparable, avec une vraie poésie. Et de voir que tout ça a été mis par terre pour construire une caserne, un hôpital, déplacer un hôpital, parce que le rôle de l'hôtel-dieu ne se discute pas, mais en tout cas la laideur de l'édifice actuel se discute. Et en fait, on a mis quelques pâtés de maison comme ça, extrêmement moches, et qui en fait marquent une domination sur Paris. Et gamin, je me souviens avoir une fois essayé de me dire, je voulais réinventer Paris. Alors je me suis dit, mon frère avait acheté des plans, parce que lui il se piquait un peu d'architecture, il avait acheté des plans, et je me suis dit, j'avais récupéré un plan de Paris, et sur ce plan de Paris, il y avait des
tous ces espaces vides de l'île de la Cité, et j'ai commencé à me dire comment je recréerais Paris. Et c'est là que j'ai eu, moi, mon premier choc, c'est de me dire finalement, on ne recrée pas Paris. Et qu'est-ce qui fait que c'était bien, qu'est-ce qui fait que c'est beau, ce petit Paris, justement, village, c'est que c'est créé à des milliers de mains, des millions de mains, sur le temps long. Et qu'en fait, un homme seul peut créer une belle avenue. Voilà, il y a beaucoup d'urbanistes qui s'y sont lancés, risqués. Un homme seul peut détruire avec un papier, un crayon, en traçant des plans d'architecte si on donne le pouvoir. Mais la création d'une ville humaine, d'une ville humaniste, demande beaucoup de mains, beaucoup d'esprit, beaucoup de temps et beaucoup de volontés diverses. Et c'est-à-dire finalement, si moi-même je me mets à dessiner, je vais être aussi nul que tous les autres et je serai un haussmannien comme un autre. Et finalement, l'enjeu n'est donc pas de refaire Paris. Voilà, ça c'est un peu mes premières impressions, j'allais dire, d'enfant autour de la ville. Et un autre truc qui à l'époque m'a marqué, c'est de me dire finalement dans une ville, vu de ma fenêtre, il y avait deux types d'habitants. Il y a les habitants qui font le village et il y a les habitants qui ne font que passer, pour qui Paris est un bureau. En fait, il y a vraiment les gens du quartier, toutes les tronches un peu particulières, le type avec sa casquette, les petits vieux, le couple d'aristos qui a son pâté de maison, les principales figures d'un quartier, tous les personnages qui forment une sorte de petite galerie, un village. Et il y a des gens qui n'appartiennent pas vraiment au village et qui ne font pas vivre la rue, qui sont des gens pour qui Paris, finalement, c'est peut-être le Paris capital. Et j'ai l'impression que, voilà, j'étais resté là un petit peu de ces impressions d'enfance et j'ai pas gratté davantage. Après, j'ai eu une vie militante, j'ai fait d'autres choses. Et puis, un jour, moi j'étais journaliste spécialisé sur les questions des lieux populaires parisiens et les squats d'artistes, les lieux festifs, les arts de la rue, la culture de bar, etc., etc. Et tout ce qui pouvait se passer comme phénomène de culture populaire. Ce qui m'intéressait dans ces phénomènes, c'était des phénomènes d'expression justement des habitants. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous prenez la chanson populaire, d'où vient le fait qu'on ait eu une jeune scène très riche il y a quelques années, avec des Benabar, des Agnès Bill, beaucoup de jeunes chanteurs qui ont émergé d'un coup, alors que la chanson française a connu un grand ressac depuis les années, on va dire, Brel, Brassens, et qu'il y a eu une trouée qu'ont vécu des gens. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Bertin, qui est un chanteur des années 70, qui était mon voisin de palier quand j'étais petit, et qui me gardait quand j'étais petit. Et c'est des gens qui ont vécu vraiment un effondrement. C'est-à-dire que la chanson française a disparu du jour au lendemain. Dans les années 80, et s'est effondrée, ils ont connu une sorte de tunnel. Et à Paris, il y a beaucoup comme ça de modes, de choses qui vont, qui viennent, et on ne sait pas pourquoi les choses apparaissent ou disparaissent. Et donc tous les chanteurs de ces époques-là, il y avait des gens très talentueux qui ont connu comme ça un grand coup de mou, avant que dans ma génération, vers les années 90, il y ait à nouveau toute une floraison. Et cette floraison, elle naissait comment ? Elle naissait parce que, je ne sais pourquoi, les bars se sont mis à rediffuser des chanteurs. Donc les gens venaient, on les connaissait, c'était des copains, on les interviewait, voilà, ils vivaient dans leur chambre de bonne, dans leurs petits apparts, et ils étaient la chanson réaliste un petit peu de l'époque, en racontant leur quotidien, la vie des trentenaires de l'époque, etc. Et au départ, quand on est jeune chanteur, on fait quoi ? On va au bar du coin, et puis on s'essaye sur des petites jauges de public. Et puis ceux qui petit à petit réussissent, ils passent sur des jauges plus importantes, ils sont repérés parfois par des tourneurs, et comme ça, des carrières peuvent démarrer. Donc en fait, des lieux comme le café étaient des maillons essentiels, de mon point de vue, dans la chaîne de production, par exemple artistique, et en même temps dans la chaîne d'expression de la ville. C'est-à-dire comment la parole de l'époque, comment la parole du quotidien, comment les réalités sociales se diffusaient, elles se diffusaient finalement comme au temps de Piaf. C'est-à-dire que Piaf, elle avait ses problèmes bien connus, elle chantait dans la rue, et puis petit à petit, de fil en aiguille, et finalement, moi, ce Paris populaire, on en était, nous, collectivement, très amoureux. J'allais dire très amoureux. Je me souviens de lieux absolument étonnants où on passait nos soirées. Moi, j'écrivais mes articles donc près de Notre-Dame, dans ma petite chambre de bonne. Et puis après, vers 2h du matin, je dégringolais de ma chambre de bonne, je filais dans mon petit café. Et il y avait un bar qui chantait toute la nuit. Comme ça, et on a appris tout le patrimoine des chansons populaires, de toutes les chansons. Il y avait un accordéoniste. Une vieille qui était passionnée de chansons, qui tenait ce café, qui était une ancienne maquerelle d'époque, évidemment, que nous n'avions même pas connue ou imaginée, d'époque des années 50, et on passait nos nuits à chanter, et puis vers 5h du matin, elle nous chassait à coups de torchon, et puis on repartait, et c'était la vie, j'allais dire, il y avait un continuum, en fait, entre notre vie d'intello précaire, militant et autres, et journaliste ou autre, et ce Paris populaire.
Et d'un seul coup, un jour, j'arrive avec mon vélo sur le canal, je pose mon vélo, je traverse, je vais prendre mon café, et là je découvre tout un mouvement de révolte dans un café qui s'appelait LEF, Liberté, Égalité, Fraternité, pour la liberté d'expression dans les bars. Et donc ce mouvement, en fait, s'insurgeait dans un lieu qui était très connu à l'époque, qui s'appelait l'Atmosphère, un petit café qui existe toujours sur le canal, évidemment, l'Atmosphère, s'insurgeait contre les interdictions qui frappaient les cafés. Et en fait, moi j'ai fait mes premiers papiers sur ces sujets précisément de conflits culturels, qui n'étaient pas directement avec la mairie à l'époque, qui étaient avec les élus verts. Alors le hasard de la vie faisait que j'étais porte-parole des mouvements de jeunes écolos dans ces séquences-là. Et donc nous on était un peu en porte-à-faux de voir, on n'était pas très proche des verts de gouvernement, mais on voyait qu'il y avait une destruction en fait de choses qu'on aimait, et on pensait la gauche plutôt soutien de ces mouvements-là. Et en fait, donc, il y avait une loi sur le bruit qui obligeait la police à intervenir pour fermer un café ou pour arrêter une production de chansons si un seul habitant dans les environs se plaignait. Et donc cette loi Voynet, en fait, a finalement très très vite éteint tout un mouvement. Et à l'époque, moi je le savais parce que j'avais à écrire donc, ma page toutes les semaines sur la vie nocturne et tout ce qui se passait. C'était extrêmement facile d'écrire ma page. Je sortais le soir, j'allais au hasard, et dans tous les cafés, il se passait des tas de choses, etc. Et j'ai vu Paris s'éteindre. Et j'ai cru, comme journaliste, moi j'avais le sentiment de me dire, tiens, je suis le chroniqueur d'une des grandes heures culturelles de Paris, d'une renaissance, et j'avoue avoir été profondément heureux de ce que je vivais dans ces moments-là. Et petit à petit, ma rubrique est devenue une rubrique nécrologique. Et j'ai commencé à raconter les lieux fermés, les squats expulsés, les machins. Et c'était concomitant de l'arrivée de la gauche au pouvoir à Paris. Et alors là, le problème devenait vraiment coton, c'est-à-dire que nous, on avait été quand même, moi je fais partie des gens qui ont agité leur petit trousseau de clés le jour où Delanoë a gagné. J'avais aucun lien réel avec le système de pouvoir qui se mettait en place, mais j'étais content en disant, on s'est battu, des quartiers où j'habitais après à l'époque étaient Belleville plutôt, il y avait des combats très durs de la Bellevilloise pour sauver des parcelles, des vieilles parcelles, disons, du Paris de la commune, du Paris faubourien, avec son beau bâti faubourien qu'on disait, non, ce bâti est sale, ce bâti est dégoûtant, il faut le raser, on va construire un supermarché, vous verrez comme vous serez heureux, etc. Et les anciens, pour nous, enfin la génération d'avant, s'est beaucoup battue pour sauver ce genre de parcelles. Et je pense que ça n'a pas pesé pour rien dans la défaite de la droite à Paris, c'est-à-dire ou dans la victoire de la gauche. C'est-à-dire le fait qu'il y avait eu beaucoup de mouvements d'habitants qui s'étaient rebellés contre un ensemble de destructions très importants dans la ville. Alors, moi j'ai commencé petit à petit à touche-touche, et puis de plus en plus en ruant dans les brancards, à essayer d'intervenir sur ces gens de gauche. À l'époque, c'était pas très facile d'intervenir sur la gauche quand on était de gauche, parce que c'était le climat où Sarkozy allait gagner, et pour qui roules-tu camarade, machin, ce genre de choses. C'était assez difficile à l'époque de critiquer la gauche. On était avant l'expérience Hollande et avant la déception finalement de Hollande. Et donc du coup, je suis allé touchy, j'ai fait des pétitions, etc. Enfin bon, peu importe. Il y a des tas de manières d'intervenir sur ces questions. Et puis petit à petit, j'ai glissé de journaliste à expert, et j'ai pas vraiment réussi à faire bouger les lignes, ce que je croyais pouvoir faire, et j'ai pas réussi à faire bouger ces lignes-là. Et donc j'ai assisté un petit peu à ça, et j'ai commencé à me pencher plutôt sur des questions historiques, et me dire, mais en fait, quel est finalement ce dégât sur Paris ? Et j'ai vu que le dégât continuait avec Anne Hidalgo, et c'est-à-dire, mais quelle est la cohésion de tout ça ? Et en fait, ma façon de comprendre les choses, c'est de se dire finalement il y a une destruction du Paris populaire qui a une généalogie et qui a un combat qui se mène dans la durée. Un auteur m'a beaucoup aidé pour ça, c'est Éric Hazan, qui a fait des bouquins remarquables sur Paris, alors qui a une vision très très révolutionnaire qui n'est pas forcément la mienne, mais il a une phrase magnifique, il dit « Paris, c'est la lutte de l'esprit du lieu contre l'esprit du temps ». Ou plutôt l'inverse, l'esprit du temps contre l'esprit du lieu. C'est-à-dire que l'esprit du lieu, c'est, de mon point de vue, un Paris-village, c'est-à-dire un Paris qui est en résistance, qui est en quotidienneté, qui est une certaine vie avec son urbanité, avec son cadre de vie, avec son style de vie. Et de l'autre côté, des gens qui tracent des plans et qui ont l'idée de reconquérir Paris. Je voyais, pour préparer cette émission, des vidéos de l'INA. Je vous recommande, ils ont des vidéos vraiment remarquables. Sur YouTube, il y en a plein. Et il y a une scène qui m'a beaucoup touché. Il y avait une dame âgée qui regardait de sa fenêtre des démolitions de maisons faubouriennes et la construction de tours d'immeubles dans les années 70.
Et c'est une scène qui est vraiment poignante parce qu'elle commente ça un peu comme une sorte de direct sur un match. Et en même temps, on sent que c'est des coups de poignard et on voit qu'il y a un Paris très affectif, un Paris des habitants, un Paris vraiment local qui est attaché amoureusement à des détails. Et en face, il y a les interviews des promoteurs qui disent c'est bon, nous on est dans une reconquête de l'espace. Voilà, quelle est cette reconquête et quelle est cette guerre qui a lieu dans l'espace. Debord faisait remonter, lui, la généalogie de cette guerre carrément au manifeste de Brunswick, en disant, voilà, il y a eu à l'époque cette proclamation qui a tué Louis XVI quand même, à l'époque, paraît-il, de diplomatie parallèle de Marie-Antoinette, ou diplomatie des princes autour de Louis XVI, qui à un moment donné dit, si vous n'arrêtez pas la révolution, on va raser Paris et on tuera tous les habitants, on vous déportera, vous connaissez ça mieux que moi. Et finalement, donc, il y a toute une analyse qui est une analyse révolutionnaire de Paris comme objet d'une vengeance de classe et d'une vengeance d'attente de cette époque-là. En tout cas, le fait est que d'une ville populaire, on passe à une ville bourgeoise. Et que, l'embourgeoisement de Paris, ça a été beaucoup commenté, mais effectivement, elle est réelle. C'est-à-dire qu'on passe en fait d'une structure de ville où le peuple, la bourgeoisie, voire l'aristocratie vit dans une même unité de maisons, souvent des étages différenciés jusqu'au XVIIIe siècle, à la grosse guerre haussmannienne qui va créer des quartiers bourgeois avec des immeubles qui organisent la ségrégation sociale et le peuple de Paris qui est renvoyé. Donc on vire l'île de la Cité, on détruit des quartiers entiers sur les deux rives et on renvoie ce peuple sur les petits villages alentours de Belleville, de Ménilmontant, où les gens se logent à la va-vite, détruisent les villages qui existaient et vont se pousser plus loin finalement. Et où donc le peuple est invité à se pousser. Et dans l'immeuble haussmannien, il ne reste que la chambre de bonne pour les besoins des classes supérieures de l'immeuble haussmannien. Et en même temps, on a aussi, alors un autre aspect peut-être sur lequel je reviendrai, c'est l'aspect écologique de ces questions, c'est-à-dire que le jardin disparaît. Les gens vous disent « Ah mais c'est bien Haussmann parce que finalement on a aéré Paris, on a créé des squares. » Et jusqu'avant il n'y avait pas besoin de squares parce que le bâti parisien... Alors premièrement Paris était jusqu'au XVIIIe siècle à la campagne. Vous savez les histoires connues, les souvenirs connus de Rousseau qui se promène à Belleville au milieu des champs, qui est renversé par un gros chien qui lui saute dessus. Voilà, il raconte sa promenade au milieu des champs et donc déjà la ville était à la campagne, donc la notion de square était effectivement pas utile. Mais surtout le bâti parisien, c'était des grandes cours et c'était une sociabilité de cours d'immeubles. Dans le bâti qui a été en partie sauvé par la victoire de la gauche et parfois rénové, parfois plutôt pas mal, moi j'ai habité un de ces immeubles, donc à Belleville. C'était intéressant de voir qu'en fait ils avaient gardé cette idée que dans le noyau de cœur d'îlot, il y avait des espaces verts, mais en fait ils n'avaient pas retenu la sociabilité parisienne de la cour. Les architectes, peut-être parce que ce n'étaient pas des architectes parisiens, avaient créé des petits jardins privés pour certains habitants qui avaient ce petit privilège en quelque sorte, pourquoi pas, sauf que ça ne crée pas du tout la sociabilité parisienne. Donc c'est-à-dire qu'on ne comprend pas le type de sociabilité de la cour, du passage ouvrier, des petits lieux qu'il reste. Et l'écologie à Paris, elle est comme ça, elle est dans les îlots, c'est là qu'il y a de la verdure, c'est là qu'il y a des oiseaux, c'est là qu'il y a de la sociabilité. Et je pense qu'il y a un lien entre la destruction de ce type de sociabilité et le type d'urbanisme qui a été créé et qui est très vanté, mais qui était par exemple détesté par Zola. Zola dit tout le mal de la terre des squares d'Haussmann. Et les critique extrêmement violemment en disant qu'effectivement c'est une espèce de nature factice, qu'on est invité dans quelque chose qui ne ressemble à rien, que les bois sont devenus n'importe quoi par rapport au bois de Boulogne et de Vincennes, par rapport à ce que lui il a connu et par rapport au plaisir champêtre d'avant. Et le même mouvement va se reproduire dans les années 60-70 avec Pompidou, où on a à nouveau une énorme destruction de Paris. Et l'invasion, on peut dire, des Parisiens rejetés qui sont envoyés en banlieue. Et donc la destruction, en même temps, aussi de banlieues qui étaient charmantes.
Et on arrive pour moi dans Hidalgo, qui est l'une des époques de cette destruction, en fait, et dans un certain continuum. Avant de dire un mot de comment moi je vois le phénomène Hidalgo, qui suscite tant de critiques, je voulais juste pour donner l'échelle de ce dont on parle, pensez par exemple à des quartiers comme Montparnasse. Montparnasse, c'est un quartier où on a rasé 1000 ateliers d'artistes. Vous imaginez ce que c'est ? Enfin, c'est-à-dire que tout le monde, il y a un consensus absolu pour dire que les artistes des années 20-30 à Montparnasse, c'est une chose magnifique, que c'est un trésor de la France, que voilà, personne n'a oublié tout ça. Et pourtant, on l'a laissé raser assez facilement. J'étais un jour au musée du Montparnasse et j'ai vu un texte des journaux antisémites des années 40 qui annonçait textuellement la tour Montparnasse en disant voilà, il faudra raser cette zone qui est une zone de juiverie, de métèques, et qui fait honte à la France, à la bonne France que veut redresser Laval, etc. Donc c'était vraiment, il y a, je pense, un lien entre un certain antisémitisme, une détestation de l'étranger, les déportations et la mort des enfants juifs et cette hargne contre Paris. Je vais vous donner juste un petit exemple qui est à la fois triste et mignon. C'est Pérec. Pérec qui était un gamin du 20e et donc qui était d'une famille juive du 20e. Et sa mère, donc son père est parti à la guerre comme engagé volontaire, est mort au front. Et sa mère avait un petit salon de coiffure au 20 rue Villain, dans le 20e, rue qui aujourd'hui totalement été mangée par le parc de Belleville. Et donc pour protéger son fils, elle l'a envoyé à la campagne, et puis elle a été raflée et elle est morte en déportation. Et Pérec est revenu sur les lieux, et il a commencé à écrire un album qui est sorti récemment qui s'appelle Lieux. Et le jour de sa mort, en fait, enfin il est mort en 82, je crois au mois de mars, le 3 mars il me semble, le 4 mars, les pelleteuses rasaient cette rue Villain. Vous voyez, une espèce de lien affectif comme ça entre la destruction de la ville et les histoires, et ces histoires tristes de Paris. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment... moi j'ai beaucoup d'histoires autour de moi, de gens qui sont vraiment morts de chagrin, de vieux morts de chagrin, de ce déplacement, de tous ces déplacements qu'il y a eu dans les années Pompidou. Donc je pense qu'aujourd'hui on n'est plus tellement conscient de toute cette violence de la ville. Et à mon avis, la gauche devait beaucoup de sa victoire à Paris au rejet de toutes ces années-là. Pensez, je sais pas, aux Halles. C'est-à-dire les Halles, ça quand même, tout le monde nous raconte un lieu fabuleux. Il y a beaucoup de vidéos disponibles qui montrent ce qu'étaient les Halles pour Paris. On ne dit pas pour rien le ventre de Paris. Voilà, ça a été viré. Ils ont fait à la place une galerie marchande. Vous tuez comme ça profondément l'âme de quelque chose. Alors on pouvait penser que la gauche allait être en rupture, et je pense qu'elle est plutôt en continuité, dans le sens où on est aujourd'hui dans une étape qui me paraît, alors bon, qui suscite bien sûr de très très violentes critiques, mais des critiques qui sont les critiques classiques de la droite. C'est-à-dire, c'est quoi un électeur de droite ? C'est quelqu'un qui va regarder la propreté, donc voilà, c'était très important, les bonnes gestions des finances, et la sécurité. Ça va être les trois marqueurs en fait prioritaires d'une politique de droite. Et c'est tout à fait légitime, mais ce sont des marqueurs, j'allais dire, du pari capital. C'est-à-dire, c'est des marqueurs plutôt bourgeois dans le sens où finalement, je pense que les bourgeois habitent moins la ville, et la ville est forcément une ville populaire. Les bourgeois ont moins besoin de services et sont moins dans la rue par définition, alors que le peuple fait la rue et est dans la rue. Et du coup, des marqueurs de gauche vont être davantage portés sur les équipements, sur la politique sociale. Il y aura plus de besoins parce qu'on reste dans la ville et qu'on est dans la ville. Et la politique d'Hidalgo, pour moi, je la vois comme une politique d'artificialisation de Paris. C'est-à-dire que beaucoup des critiques ont été... beaucoup de l'affichage, j'allais dire, de communication tend à dire que la ville serait une ville écolo. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a eu un affichage de combat contre la voiture, mais qui n'était pas particulièrement lié à l'écologie, qui est lié surtout au changement touristique de la ville. C'est-à-dire que tout le cœur de la ville est devenu une ville agréable aux touristes. Et que c'est une ville qui est essentiellement tournée vers le tourisme. C'est pas pour rien que c'est les années Airbnb, que c'est les années où on ferme les classes d'école, où on regroupe toutes les mairies centrales, 1, 2, 3, 4 en une seule, où finalement Paris vit ce qu'on a décrit ailleurs comme un phénomène de désindustrialisation,
mais désindustrialisation, c'est-à-dire perte effectivement de sa classe ouvrière. Le peuple de Paris, qu'on a connu, j'allais dire, dans tous ceux qui ont plus de 20 ans ont connu, a quasiment disparu. C'est-à-dire que ce peuple n'existe pratiquement plus. Et on vit un phénomène, disons que, de perte de la culture qu'il portait. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez des restos ouvriers où vous alliez dans Paris, il n'y a pas si longtemps? Oui, il y a mais où va-t-on aujourd'hui? Mystère. Il reste des restaurants chers et il reste des restaurants pas chers qui sont portés par, on va dire, les nouveaux peuples de Paris, qui sont les peuples des cultures du monde. Que certains vont rejeter en disant c'est le grand remplacement, et que d'autres, dans lesquels d'autres vont voir l'avant-pointe des peuples de demain qui feront la révolution. Moi, je pense surtout, pour avoir vécu dans des quartiers très mixtes, qu'il y a effectivement un peuple, mais que c'est plutôt des peuples, et qu'on vit gentiment les uns à côté des autres, plutôt que réellement on ferait peuple au sens où il y aurait une langue commune, au sens où il y aurait un sens commun, au sens où il y aurait des lieux de partage. D'où l'importance notamment des lieux culturels. S'il n'y a pas de lieu culturel, il n'y a pas de lieu de rencontre. Donc chacun fait ses petites fêtes dans sa communauté. Si chaque peuple est potentiellement très accueillant, quand on a une porte d'accès dans une communauté, il y a une grande gentillesse, mais je pense que c'est un petit peu fermé. Chacun est un petit peu fermé de son côté, et une sorte de petit Paris plutôt étanche qui existe, mais qui maintient les fonctions de la vie populaire, c'est-à-dire une fonction pas chère, une fonction de petits restos, une fonction de petites épiceries, une fonction de vie de quartier, de petits marchés pas chers comme celui de Belleville, etc. Donc il reste une sorte de vie populaire, mais qui a perdu certaines des fonctions, notamment d'expression, notamment de culture populaire, au sens culture commune, au sens même de contestation. Le grand remplacement, s'il y en a un, pour moi, c'est un grand remplacement plutôt bourgeois. C'est-à-dire de dire, on a finalement aujourd'hui différentes bourgeoisies qui vont se partager l'espace. Il y a un petit peu d'une bourgeoisie d'affaires, je pense, qui a pris le pas dans les beaux quartiers sur la bourgeoisie traditionnelle, qui est un petit peu mise de côté, mais qui me semble portée à peu près par la droite, par le courant Dati, par ce côté-là, qui est une vision d'un Paris un peu bling-bling, un peu néo-sarkozysme, etc. Donc Paris est la capitale. Si monsieur LVMH fait des grands événements, c'est très bien parce que c'est une locomotive pour la France, c'est l'image de la France, c'est nos emplois à tous, que nous sommes heureux et que LVMH continue de prendre Paris, etc. Et puis il y a un Paris de gauche qui est plus un Paris de nouvelles professions, du spectacle, de la communication, des nouvelles bourgeoisies. On pourrait dire un petit peu woke. Si au sens de woke, on entend, parce qu'on critique beaucoup sur woke, on dit on ne peut pas dire ce mot parce que c'est interdit de le dire parce qu'en fait, ça ne recoupe aucune réalité. Moi, je pense que ça recoupe une réalité, ça recoupe la réalité de dire, c'est une idéologie qui dit on va changer les règles du jeu, de la vie en société, et on va imposer d'autres valeurs qui seront justes. Pourquoi pas d'ailleurs, on peut effectivement faire un monde plus fraternel, mais en général le fait d'imposer très vite des gros changements se passe rarement bien dans l'histoire, et je pense que ce mouvement woke c'est un petit peu ça. Donc je crois que c'est la bourgeoisie de la mairie de Paris typiquement est dans cet élan, et du coup a tendance à devenir non seulement une agence de communication, mais aussi à finalement se substituer à ce que pensent les Parisiens, et à être un lieu de finalement de proclamation idéologique, un lieu de militantisme d'idées, et il y a des grandes proclamations partout, je ne sais pas, par exemple Paris et l'amour, avec de l'affichage pour dire Paris et l'amour. Moi, je n'ai jamais vu aussi peu de Parisiens s'embrasser dans la rue. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais j'ai le sentiment qu'on ne s'embrasse plus dans les rues de Paris, qui paraît quand même un espèce de lieu commun de Paris, je ne le vois plus trop. Et plus Paris devient la proclamation de ce qu'il est censé être dans l'imaginaire, et moins il l'est dans la réalité. Je crois que les racines de Delanoë étaient dans le monde de la communication, et que du coup, la ville se transforme en gigantesque entreprise de communication. Et si vous suivez ce que moi j'ai vu, c'est-à-dire l'idée que la voix de la population a été, la parole de la population a été comme débranchée au niveau culturel, on a retiré ces lieux, on a retiré ces outils d'expression. Pour combler le vide, c'est la mairie qui s'exprime. Et du coup, vous avez une pléthore d'événements. La mairie n'arrête pas d'occuper l'espace, et d'occuper l'espace avec de l'événementiel. Donc en fait, on est gouverné par une sorte de boîte d'événementiel qui de moins en moins va s'occuper des fonctions essentielles d'une ville. C'est-à-dire, estime que ramasser les poubelles, c'est quand même pas de sa dignité, mais que par contre,
c'est extrêmement important de nous expliquer ce qu'il faut penser sur le genre, c'est extrêmement important de faire des événements touristiques, et c'est extrêmement important de faire des événements sportifs, d'animer, de faire les Jeux Olympiques, etc. etc. Et donc, moi, sous mes fenêtres ces jours-ci, j'ai eu une série d'événements, mais alors à vous couper le souffle. Il y a des critériums cyclistes, il y a eu des soirées de musique, il y a eu des trucs de basket, il y a eu des machins. C'est-à-dire qu'il faut en permanence animer une sorte de base de loisirs. Et ce qui fait, à mon avis, le charme d'une ville populaire, c'est le spectacle de la vie. Moi, c'est ce que j'aime dans une ville, c'est regarder les gens, comment les gens s'habillent, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les attitudes, quelles sont les petites réflexions. Si vous entrez dans un commerce, c'est la personnalité des commerçants qui va faire l'âme d'un lieu. C'est pas forcément très très élaboré, mais c'est eux-mêmes. Voilà. Et de plus en plus, on tombe sur une ville qui va être au code barre, qui va être avec des chaînes de magasins, qui va être dans tous ces aspects de la vie. Vous allez voir disparaître la vie et elle va être remplacée par des choses de plus en plus artificielles. Prenez les devantures des boutiques et regardez les devantures d'autres époques. Il y avait... je ne pense pas qu'il y ait des contraintes sur l'espace, mais il y avait une contrainte de couleur. Et il y avait un respect d'un certain chromatisme qui faisait que la ville était plutôt belle aux couleurs, avec des gris, avec des couleurs plus voyantes, etc. Mais une peinture qui était pas mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, par exemple, limiter le code couleur? Alors que là, vous avez plein d'enseignes de plein de marques. Je ne parle pas de ces marques elles-mêmes, c'est-à-dire que tous les Starbucks, les machins, qui remplacent en fait les bars. Les bars eux-mêmes s'auto-remplacent. Quand vous allez dans un bar, avant, le comptoir était un lieu où vous voyez les gens du coin. C'est pas dire forcément que vous êtes, vous allez prendre part à la conversation, mais vous respirez l'ambiance d'un lieu par la vie de son comptoir. Maintenant, les comptoirs sont plutôt des dessertes. Vous allez avoir une desserte qui va servir au public touristique. Donc vous avez un changement de plein de choses qui sont l'âme de Paris et qui ont basculé vers autre chose et qui changent insidieusement. Et finalement, on arrive à quelque chose qui n'est plus vraiment Paris. Bruno Latour disait il y a plus douloureux que quitter son pays, il y a être quitté par son pays. Et je pense que tous les Parisiens vivent cette expérience de se dire mais finalement c'est plus Paris, c'est pas ça, donc c'est pas bien. Et je crois que beaucoup de la colère contre Hidalgo vient en partie de ces questions qu'on a dit de ramassage, de machin, d'insécurité et autres. Moi, c'est vrai qu'en termes d'insécurité, l'autre jour, on rentrait le soir avec mon fils et il y a un vélo qui nous prend en épingle à cheveux, en pleine vitesse, à contresens. Le gamin de 4 ans, je l'ai tiré de justesse des griffes du vélo. Et le lendemain, je vois une élue qui a été elle-même victime d'une incivilité. Puis évidemment, le gamin a fait un doigt d'honneur, etc. Enfin, bon, voilà. Mais... Et l'élu du 12e a été victime de la même chose. Et puis elle tweet qu'elle est attaquée comme femme, qu'elle a été attaquée comme élue, et qu'elle a été attaquée comme je ne sais plus quoi d'autre, et comme cycliste. Et de dire, mais je ne sais pas si on est attaqué, alors toutes les catégories forcément de l'époque, de victimisation et tout, mais je ne sais pas si mon fils était attaqué comme enfant, comme métis, comme je ne sais pas quoi. Voilà, il y a juste une très grande incivilité dans la rue, il y a juste une violence. Alors, l'autre jour, j'étais à un débat de la mairie de mon quartier, très très violent aussi, pareil, avec d'un côté une élue qui présentait son projet pour le quartier. En gros, elle expliquait comment le quartier allait s'adapter au tourisme et comment, en gros, demain on se baignerait dans le canal Saint-Martin, que c'était fait pour devenir une piscine, qu'on allait retirer les grilles des squares, en fait, voilà, l'adaptation de la ville à une offre touristique la plus aisée, la plus vendable, j'allais dire, à l'extérieur. Et puis les habitants qui étaient... Alors, une partie qui adhère, une partie de gens, j'ai plusieurs Américains qui adhéraient à ça, et puis une partie qui était vraiment en colère, et une colère qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Et on sentait de la haine parce qu'il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas de capacité à mettre des mots sur cette espèce de... Et l'assurance de l'élu, c'était, mais vous êtes heureux, puisque maintenant vous avez des vélos. Mais enfin, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si la voiture est le prédateur du vélo, le vélo peut être le prédateur du piéton. Enfin voilà, c'est une chaîne alimentaire en quelque sorte. Et de dire, c'est pas vrai. Moi, j'habite à un endroit où il y a un courant de vélos très important qui passe. Parfois, vous avez 60 vélos d'un coup. Et comme ça passe dans les deux sens et qui ne respectent pas les feux, etc., c'est beaucoup plus dangereux de traverser là avec des enfants en bas âge que des voitures. Je préfère effectivement à l'odeur un vélo que la voiture, mais c'est pas forcément vrai. Habiter dans un lieu qui est touristique, puisque maintenant j'habite dans un lieu qui a quand même ce côté un peu touristique, de fait c'est aussi beaucoup de nuisances. Il y a 2 nuits j'ai été réveillé
en sursaut à 2h du matin parce qu'une femme hurlait, elle était attaquée, on lui volait son portable, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment du quotidien. Et à côté, au coin de ma rue, j'ai les travaux Hidalgo des deux côtés des trottoirs. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'ils ont creusé des trous, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont partis. Et il y a des trous des deux côtés. Et j'ai vu un aveugle qui était piégé dans ce système-là pour traverser, avec les cyclistes qui ont le droit d'aller des deux côtés, sans qu'on sache quand exactement, puisque de toutes les façons, eux ne vont pas respecter vraiment le moment. Les voitures qui ont le droit encore un petit peu, en tout cas dans un des deux sens, et les deux trous qui vous obligent à marcher sur... voilà, donc c'est hyper dangereux avec un enfant, pour les personnes âgées, ou pour un aveugle, je raconte même pas. Donc c'est une ville qui porte une grande violence, et je pense que les habitants vivent cette violence et acquièrent une sorte de détestation. Donc oui, c'est plein d'expériences qui datent de la semaine, enfin c'est pas des choses repérées, etc., mais qui sont relayées à l'envie par toutes les vidéos et par toute la colère qu'on peut voir contre Anne Hidalgo, contre cette gestion qui finalement fonctionne avec des grandes idées, que le vélo va être bien, moi je suis plutôt pro-vélo et je dois dire, j'ai fait des manifs à vélo, j'étais parmi les premiers à Paris à faire les manifs à vélo contre la droite à l'époque pour avoir des pistes cyclables, je suis pour le vélo en ville, c'est pas le sujet, mais c'est de dire à un moment donné, ça peut être un type de danger aussi dans l'espace et je pense qu'on est tous alternativement des piétons, des cyclistes, voire parfois des automobilistes ou en tout cas des passagers de taxi. Donc la vie ne paraît pas pensée et on n'a pas de levier, il n'y a pas de personne à qui on peut parler, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de haine qui s'exprime, qui est extrêmement intense en fait sur les réseaux sociaux et puis sur un petit peu dans le quotidien comme ça. Voilà à peu près quelques éléments un petit peu de ce que j'avais envie de mettre en cœur de propositions pour la causerie. Voilà la matière. Je peux vous donner juste un autre exemple. En fait, je vais peut-être un autre exemple ces jours-ci. J'étais dans le métro et c'est juste avant l'attentat d'Annecy. Et il y a un SDF qui a crié d'un coup. Personne lui donnait et il a dit moi je vais planter quelqu'un, etc. Alors Paris c'est toujours cette ville des signaux faibles en fait, où vous repérez des trucs et ce qui est amusant c'est que moi j'étais sur la pelouse du square à côté avec mes enfants juste avant et sur cette pelouse là vous avez à peu près, donc comme ça dans les jours d'été, vous avez 3 publics qui sont assez distincts. Vous avez le public des familles avec les enfants qui vont au toboggan, etc. Voilà. Vous avez le public des jeunes qui boivent un coup et les filles qui sont en tenue plutôt courte. Et au milieu de tout ça, je dis ça parce que vous avez ces hommes seuls qui viennent du Pakistan, qui viennent de Syrie, qui viennent, parce que comme c'est un quartier de gare aussi, il y a tous les sortes de déboutés du droit d'asile ou ceux qui aimeraient aller ailleurs ou qui sont en attente. Il y a un énorme public de SDF qui forme après un tiers. Et je me faisais la réflexion de me dire finalement c'est bizarre, mais ça se passe plutôt bien. Oui, je ne passe pas forcément dans la critique permanente de tout, mais je m'étais fait la réflexion inverse en me disant c'est assez étrange finalement que des femmes en tenue légère voisinent avec des jeunes hommes de pays comme ça qui n'ont pas du tout ces codes esthétiques du corps dans l'espace public et qu'en fait, et les enfants, tout ça se mélange plutôt bien, mais jusqu'où ? Et je me dis c'est un peu bizarre quand même, vu que la population est presque un tiers quand même d'hommes qui traînent dans les squares et qui n'ont pas de lieu où dormir. Donc à quel moment en fait la quantité aussi d'hommes laissés comme ça à eux-mêmes dans les rues va provoquer un crack, c'est-à-dire qu'un SDF seul subit malheureusement la victimisation du groupe, on pourrait dire en quelque sorte, mais quand vous avez 200 personnes au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Et juste après, il y a eu Annecy. Vous voyez, et je pense que c'est pas illogique de dire mais qu'est-ce qu'on fait de ces hommes ? C'est-à-dire soit on leur donne une direction, soit on a une politique publique qui dit bon il y a un parcours, on flèche quelque chose. C'est-à-dire d'abord il y a un habitat provisoire, il y a une resocialisation, mais des gens se détruisent comme ça. J'en vois qui marchent toute la nuit, moi je les regarde de mes fenêtres, tous ces gens, on les voit habiter sur le canal, certains construisent des huttes, font des vrais petits villages, et puis le village est détruit, et puis il y en a d'autres, et ainsi de suite, etc. Enfin, il y a toute une vie de ce groupe. Là, en venant vous voir tout à l'heure, j'ai vu que des nouveaux étaient arrivés encore et avaient créé des nouvelles huttes avec évidemment des choses de plus en plus voyantes.
et quand ils sont trop voyants, évidemment la mairie les fait dégager, et puis des nouveaux reviendront, et ainsi de suite. Et donc la population nocturne de Paris draine de plus en plus de dizaines moi j'ai envie de les appeler des fantômes, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas d'existence légale, et on sent qu'il y a des types qui pètent les plombs sur la voirie, qui insultent les gens. Alors les clochards ont toujours insulté les gens, c'est de bonne loi, mais là, on est dans autre chose, doucement, et il se passe quelque chose. Et de dire, cette insécurité-là, c'est quelque chose qui monte, et et je suis vraiment pour l'intégration, je suis vraiment pour les sans-papiers, je suis pas du tout à dire, vive l'extrême droite, mais c'est humainement horrible ce que ces hommes vivent, et il y a un point où il y aura un point de rupture de cette souffrance par l'effet de quantité. Je voyais à l'inverse, pourquoi j'ai reçu un copain de Niort qui est lui très actif dans le Gisti et autres, et me racontait en fait qu'à l'inverse, il y avait une mère de famille là-bas qui avait fait une tentative de suicide, elle était arménienne, et ça fait 10 ans qu'elle est là, ses enfants sont scolarisés là, et on lui a refusé à son mari la prolongation des papiers, il est expulsable. Donc, vous voyez, on est dans une forme de folie aussi, c'est-à-dire des gens intégrés depuis 10 ans dont les enfants vont à l'école, on peut les expulser du jour au lendemain, et de l'autre côté, vous avez tous les gens qui errent comme ça dans la ville. C'est très impressionnant durant le Covid. Moi, j'ai dû sortir la nuit pour aller à l'hôpital durant le Covid, et j'ai vraiment vu un peuple de la nuit qui ressemblait à un film de zombies, où des gens errants, des gens, et une misère, une forme c'était vraiment terrible. Alors, la ville aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Et c'est aussi des belles choses, c'est aussi des belles choses. Au bord du canal, on voit arriver les cormorans. Moi, j'ai vu un martin pêcheur. Il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses aussi. Mais tout ça coexiste. Et jusqu'où, comment j'ai le sentiment qu'il y a une négligence de toutes ces choses. Il n'y a pas de proposition. On est un peu dans ces impressions-là de la ville que je voulais vous transmettre, et peut-être font écho à l'expérience que vous-même vous en avez. Voilà. Merci beaucoup, David. Donc le débat est ouvert, je vous en prie, vous avez la parole. Gaël, je vous en prie, allez-y. Je crois que vous avez extrêmement bien décrit la ville, notamment dans la dernière partie avec le Martin Pêcheur, la ville de la nuit, c'est-à-dire deux mondes parallèles, fondamentalement. C'est-à-dire ce monde où vous avez des gens qui sont en attente de quelque chose, d'autres qui sont peut-être dans un descenseur social qui les place aussi dans une attente de quelque chose, peut-être sans espoir. Et ça, vous l'avez très bien décrit. Et il y a une indifférence, j'allais dire. Je ne vais pas ramener ma fraise, parce que ça date d'il y a 20 ans, mais j'étais pendant 4 ans en fait, à l'hôtel de ville, dans un bureau pas très loin de la Noé, on travaillait avec Georges Sarr, et on avait perçu un certain nombre de choses, que vous avez fort bien décrit, qui sont la mutation de l'habitat, l'indifférence d'une certaine manière à ce qui pouvait être des traditions populaires. Je me souviens que Georges Sarr me disait, la dernière association prolétaire à Paris, c'est la FNACA. Et effectivement, c'était la dernière association d'ouvriers du 11e arrondissement. Et après, on pouvait monter des aspirations qui étaient tout à fait autres, mais qui étaient aussi indifférentes à ce qui pouvait se passer de l'autre côté de la cloison, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, un certain nombre de phénomènes du monde de la nuit. Du monde de la nuit, c'est pas la fête. Ça peut être la fête, ça peut être le désespoir. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Donc je crois que vous avez extrêmement bien décrit en fait tout ça. Et maintenant, il reste une question, c'est quelle politique publique l'État, parce qu'au fond, la capitale, c'est quand même un peu l'État, donc c'est les choses, quelles sont les politiques publiques que l'État doit mener, non pas pour faire de Paris autre chose que ce que c'est sa vocation dans les 20 ans à venir, c'est-à-dire une espèce de capitale attractive pour le tourisme, mais sur le long terme de redevenir la capitale d'une nation. Alors, dans l'aspect institutionnel de Paris, je pense qu'un élément qui est intéressant, c'est aussi le fait que c'est une municipalité récente, au regard de l'histoire, qui ne date que des années 70, et je pense que, en fait, c'est une sorte de principauté qui singe un peu l'État. On a créé un État bis
en fait. On serait une sorte d'état-bis, et un état-bis qui finalement n'a pas vraiment de compte à rendre aux Parisiens, de manière assez étrange. Quand j'habitais le 20e, je me disais, mais en fait, le 20e, c'est quoi? C'est la taille de Rouen. On est à la taille de Rouen, et je ne connais pas mes élus, je n'ai aucune prise sur eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de... Même le maire qui est arrivé du 20e, il a l'air sympa, hein, le gars, rien contre lui, mais on voyait que le gars était parachuté des appareils, puis d'un seul coup, on l'avait mis là. Et il y a une cooptation opaque de. C'est pas des gens de terrain, c'est pas des gens qui viennent de la ville. Dans une ville, en général, on connaît son maire. C'est la fonction même, c'est la proximité. C'est ça qui est particulièrement, disons, signifiant dans la fonction de maire. C'est cette espèce de lien un peu charnel avec un territoire. Et là, il y a des gens qui arrivent dans la mairie et en fait, qui n'auront jamais de compte à rendre et qui ont d'ailleurs très peu de pouvoir. L'adjoint à la culture d'un arrondissement de Paris ne pèse rien, n'a même pas de pouvoir au sein de sa ville, tout est renvoyé à la mairie centrale. Donc c'est quand même tellement monstrueux comme ville que on donne tout le pouvoir à des gens qui sont dans des bureaux et qui vivent dans un monde totalement abstrait. J'ajouterai un élément, moi je me suis posé un peu la question de la sociologie de ces gens-là, en regardant un petit peu les fiches, par exemple des élus verts ou des gens comme ça, il y a beaucoup, c'est fou de se dire, il n'y a pas de Parisiens quasiment. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que une des conditions pour être élu à Paris, c'est de ne pas être Parisien déjà. Voilà. Donc il n'y aura pas de Parisiens du Paris Village, peut-être quelques-uns du Paris Capitale, genre des Clément Beaune ou des gens comme ça, mais pas de gens du tout qui ont l'expérience vraiment de la vie quotidienne de la ville. Donc c'est effacé. Et beaucoup notamment de cadres du marketing. Ils ont tous fait des études plutôt business, notamment chez les Verts. C'est ça qui est assez amusant. C'est-à-dire de dire, en fait, voilà, c'est l'image des gens, c'est des écolos, ils sont en sandalettes, ils sont etc. La vérité, c'est des mecs qui font du marketing, ils font de la pub, et puis ils sont là, regardez les études qu'ils font, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est plutôt ça qui a pris le pas. Et la sociologie de la mairie, c'est des gens hors sol, qui ne sont pas parisiens, qui sont hors sol, et qui, à un moment donné, il y a un outil, et bizarrement, cet outil, c'est une sorte de fromage aussi. C'est un peu difficile d'entrer dedans, mais quand on est dans la boucle, en fait, après, c'est un petit monde qui s'ouvre et qui vit en autarcie, sans lien réel, et communique avec la ville uniquement dans un sens qui est des experts qui leur donnent des nouvelles de la ville, et puis eux qui font des plans. Et ces plans-là peuvent être bons. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un anti-dalguiste fou furieux. Je suis capable de voir les bonnes choses dans la ville. C'est-à-dire de choses pourquoi j'aurais du mal à voter à droite. Mais de dire, par exemple, j'ai bien vu les équipements publics pendant le 20e, il y a une piscine, je vois bien les crèches. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les crèches, j'ai pas mal d'enfants. Et oui, je vois bien que ça existe. Je ne peux pas le mettre, dire que c'est faux. Voilà, donc il y a eu des choses faites au niveau de l'équipement public, mais parfois en dépit du bon sens. C'est-à-dire que la parcelle sur laquelle j'habitais était une parcelle qui avait une très profonde tradition festive à Belleville. Donc c'était vraiment un lieu qui était un lieu de cabaret, c'était le lieu de Ramponneau, c'était le lieu où Voltaire venait s'encanailler, etc. Il y avait vraiment une tradition de carnaval, le carnaval de Paris est né là. Et il restait après des lieux où il y a eu la Commune de Paris, qui étaient des grandes salles festives. Après Maurice Chevalier, l'époque Piaf, etc., il est dans ces salles. C'est des lieux extrêmement festifs, c'est un peu une sorte de petit Pigalle, on pourrait dire. Et puis après, c'est devenu le cinéma de la dernière séance d'Eddie Mitchell, sur cette petite parcelle de Belleville. C'est-à-dire quand les théâtres ont muté, l'étape d'après, c'était de devenir des cinémas. Et puis les cinémas sont devenus des supermarchés. Donc après, c'est les supermarchés chinois qui occupaient l'espace. Donc vous voyez, le même espace comme ça, vide comme ça, mais le lieu garde une dimension festive parce qu'il y a des bars, parce qu'il y a une vie de nuit, parce qu'il y a beaucoup d'activités, etc. La mairie mettait un foyer pour femmes en détresse. Je suis infiniment pour qu'il y ait des foyers pour les femmes isolées et en détresse. Je suis le premier à être d'accord avec ça. Seulement le mettre là, est-ce que c'est intelligent? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance de la parcelle, il n'y a pas de compréhension de l'esprit d'une parcelle, et de dire, non, là on met un lieu festif, on met une salle de spectacle. Donc ils ont rasé une vieille salle du 19e qui était devenue effectivement un supermarché chinois, mais qui gardait ces structures de salles festives de la belle époque. Et puis, est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est adapté et donc, du coup, comme Paris est en carte et vu d'en haut, la capitale, pour le coup, la capitale au sens haussmannien, c'est-à-dire au sens l'État, agit sur Paris, pose des pions sur un échiquier, alors qu'en fait, les habitants, eux, ont un ressenti qui est extrêmement précis, qui est extrêmement lié à une quotidienneté, et plus on est parisien, plus on est parigot de village, j'allais dire, plus cette quotidienneté a une importance, a un sens, et plus ce sens est détruit par les initiatives éventuellement malheureuses, même bonnes, le cas échéant.
Donc voilà. Bon, je parle pas de la droite qui aurait voulu raser la parcelle. Donc c'est pas voilà, tout n'est pas anti-Hidalgo forcément, mais de dire voilà, en tout cas au final, on aboutit à des destructions et beaucoup de gens sont partis de cette parcelle à cause justement de ce type de projets qui ont détruit plein d'ateliers d'artistes encore, etc., etc., etc. Et un style de vie, voilà, qui est lié à ça. Alain? Je vous ai trouvé sévère pour Haussmann. On va revenir quelques décennies en arrière. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui ont été détruits pour percer ces grandes avenues. Mais je ne pense pas que ça... Enfin, moi, j'ai presque toujours vécu dans le 11e arrondissement, par une brève période dans le Marais. Mais les quartiers populaires, ils subsistaient derrière ces grandes avenues. Les villages, ils subsistaient. Popincourt, la rue Popincourt, c'était le village de Popincourt, c'était le nœud du 11e arrondissement à l'origine. Bon, aujourd'hui, c'est bouffé par toutes les boutiques asiatiques qui importent des vêtements de Chine. Mais c'était un quartier populaire. Moi, j'ai souvenir du 11e arrondissement quand j'étais gosse. C'est vrai qu'il y avait le boulevard Charles-Noir, ces beaux immeubles haussmanniens, le boulevard Voltaire, qui d'ailleurs amène aussi une animation populaire, hein, avec les grandes manifestations, vaccination en public. Mais j'ai souvenir d'un arrondissement qui était encore populaire. Et puis, pour des raisons probablement économiques, il y a tout un tas de petits ateliers dans les arrière-cours qui ont disparu progressivement. C'est pas qu'on a construit énormément, je crois que ça a été construit pas mal après la Deuxième Guerre mondiale, parce que bon, il fallait, sur les zones où il y avait encore la possibilité de construire, parce qu'il fallait loger les gens. Mais ce Paris populaire, il existait, c'est pas Haussmann qui l'a... Et en plus, je trouve que ça a donné une certaine... Alors, il y a les grands monuments parisiens qui sont des joyaux de notre patrimoine, mais il y a aussi cette... alors, certains diront que c'est une uniformité sur le plan de l'architecture. Oui. Je vous concède que c'est pas génial quand on regarde un immeuble haussmannien et on a fait du copier-coller comme ça tout le long des grandes avenues. Mais ça donne une certaine unité à Paris. Et moi, j'ai pas mal voyagé en Europe, un peu en dehors aussi. Et ça m'a toujours frappé quand je reviens dans ma ville. Londres, par exemple, ça me parut complètement... Alors évidemment, il y a des raisons. C'est que ça a été bombardé pendant la guerre, parce que les Paris étaient relativement épargnés. Mais il y a une certaine unité qui n'est pas laide. C'était pas le... Bon. Et qui avait laissé subsister le Paris populaire. Moi, j'ai souvenir de ça, dans le 11e, vraiment, il y avait des classes bourgeoises et puis il y avait un Paris populaire. Maintenant, ça a disparu pour toutes sortes de raisons. Le 11e arrondissement, c'est le pire des arrondissements bobos. D'ailleurs, ça vote Hidalgo quasiment au premier tour, ça passe. C'est pas étonnant. Mais là, le Paris populaire, il a disparu, mais aussi pour des raisons de coût, parce que les gens foutent le camp et ils ne peuvent plus se loger dans Paris. Non, c'est vrai. Alors, le Popincourt, moi j'ai fait un joli petit boulot là-bas avec un petit collège. On est parti en enquête avec les élèves sur le quartier. Et il y a 1 an à peu près. Et alors, on faisait à la fois des interviews d'habitants et en même temps, je les ai mis dans une étude historique. Donc on a fait les deux, c'est-à-dire comment le quartier a évolué. Autant c'était les coutures, justement, c'est-à-dire les cultures, où c'était un quartier de maraîchage. Et puis après, l'époque, justement, où d'un seul coup, avant la Révolution française, un monde ouvrier s'installe là-bas au moment des prémices de l'industrialisation. Comment ce quartier va être moteur dans la Révolution française. Et on a vu des choses étonnantes. À tel endroit, on dit, bah oui, c'est encore une pierre de la Bastille qui est dans le café. À tel autre endroit, on est descendu dans les galeries par où les communards fuyaient. Voilà, enfin, on rentre vraiment dans la... Mais c'est vrai qu'il y avait, je retrouve toutes les notes, etc., mais les habitants avaient cette déploration de la perte d'un Paris populaire. Je pense pas qu'il faille complètement... moi, je suis pas... Il y a des bonnes choses chez Haussmann, c'est bien de faire des égouts dans Paris, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, il n'y a pas de débat, enfin voilà, c'est évident. Les
les nouveaux quartiers haussmanniens, ok, j'aimerais pas y habiter, mais pourquoi pas. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans ces quartiers. C'est une ville morte. Ça fabrique une ville morte. C'est-à-dire que ça ne fabrique pas une ville populaire. Moi, je vais souvent travailler du côté du 8e. C'est quand même à périr de tristesse, ces quartiers, en termes de boutiques. Alors ça, on a fait pire depuis. Parce que les architectes des années 80, effectivement, ont réussi à faire encore une non-ville supérieure. C'est-à-dire que vous avez encore moins de vie de rue. Mais franchement, moi, ce que j'aime, c'est la ville faubourienne ou médiévale. C'est-à-dire, c'est vraiment la ville où il y a des habitants, où le peuple est moteur, et c'est ça qui crée la ville. Prenez tous les domaines, prenez les noms de rues. C'est un domaine fascinant, les noms de rues. Quand vous pensez au Moyen-Âge, les habitants inventaient les noms de leurs rues. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une certaine autogestion de la ville. Cette ville-là a été créée par eux, ils la nommaient eux-mêmes. Et maintenant, on est arrivé, on a commencé par les rues des généraux machin, les généraux trucs, etc. Et puis maintenant, on est avec Hidalgo dans une aberration où elle arrive à nommer des lieux qui n'existent pas. Pensez tous les micro-groupes qui peuvent exister. Vous n'avez pas de sous-tendance de la sous-famille, etc., qui n'ait eu son quart d'heure aurélien avec son lieu. Et ils arrivent même quelquefois à débaptiser des lieux qui sont déjà baptisés. C'est-à-dire là, le pont Eugène Varlin, par exemple, c'est pas le pont Eugène Varlin, ben oui, mais on part dessus, c'est devenu Maria Casares. Je suis très content que Maria Casares ait un pont, moi je veux bien lui donner une avenue, ça ne me dérange pas. J'aime bien Maria Casares, mais ce n'est pas le sujet, c'est de dire, enfin, oui, il y a une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation ad nauseam de l'espace public, et parfois on retire des noms même toponymiques. Les communistes ont réussi à faire débaptiser la place des Rigoles, c'est joli les places des Rigoles, qui évoquent dans le 20e justement le temps où c'était les petits ruisseaux, etc., les regards, la fontaine Henri IV, tout le bastrin. Bon, voilà, c'est des choses qui parlent effectivement, ce monde-là. Eh ben non, on l'a nommé d'un gars qui est sans doute très méritant, j'ai pas de débat. Mais vous voyez, et donc cette colonisation de l'espace, cette destruction de l'espace, en fait, c'est même logique, ça fabrique une ville morte, et une ville sans lien affectif. Et je pense que les liens affectifs sont liés à la vie populaire, ne sont pas du tout des créations administratives, et sont pas du tout. Ils devraient arrêter avec ça. Oui. C'est très récent, oui. Mais pour dire haussmann, je trouve que c'est bien qu'il y ait des quartiers haussmanniens. C'est même bien, ok, acceptons même certaines trouées haussmanniennes. Mais ça a été un ravage. Et il le dit lui-même, il dit, en parlant de l'île de la Cité, il parle du plaisir qu'il a eu à raser. Et j'ai même trouvé un texte vraiment pas mal. Je vais peut-être vous le retrouver d'un homme des années 1850, un politicien de Paris, qui est vraiment, mais il dit, en fait, ils disent Paris est une ville qui n'a pas besoin d'industrie et en gros à peu près de peuple, mais qui doit être une ville pour le plaisir et où il faut faire venir les étrangers. Alors c'est-à-dire, je l'entends pas au sens le péniste du terme, là encore étranger, j'entends vraiment au sens de dire aujourd'hui finalement, qu'est-ce que nous fait notre classe bourgeoise, Anne Hidalgo et compagnie. Elle le dit dans son livre, en plus en entrée de livre. Le premier truc qu'on lui a écrit, c'est Paris et San Francisco sont des villes sœurs. Je sais pas d'où on sort des trucs pareils. Je savais que Paris et Rome étaient des villes sœurs. Je savais que seul Paris était digne de Rome et seul Rome de Paris. Ça, je comprends ce que ça veut dire. Mais que Paris et San Francisco sont des villes sœurs, j'apprends ça. Et donc, en fait, dans leur idéologie, il y a cette idée de woke, on crée un nouveau monde, un monde qui n'existe pas, qui n'a pas de lien avec un terroir, etc. Ça n'a aucune importance. Non, mais du coup, comme ils n'ont pas de culture, je pense que c'est beaucoup... il n'y a pas de culture, mais en fait, c'est une culture de détestation des milieux populaires. C'est genre issus des milieux populaires, je pense. C'est-à-dire que, globalement, si on prend l'équipe municipale, je pense qu'ils viennent plutôt de milieux populaires, mais qu'ils le détestent. C'est-à-dire que c'est des gens, ça leur rappelle le papier peint de la maison de papa et maman en Meulière, ils détestent leurs parents, et ils veulent casser le lien avec les milieux populaires et accueillir les bourgeoisies du monde. Et moi, c'est comme ça que sociologiquement, je prendrais les paris. On va bien demander à Emmanuel Todd. Pour l'hypothèse, pour avoir vu, je ne voulais pas commencer avec ça, mais je viens de voir la semaine dernière un film où il y avait Yann Bossin, donc un film sur ses parents. Alors s'il y a quelqu'un qui aime ses parents et ses grands-parents, c'est bien lui. C'est vraiment pas, c'est quelqu'un qui est quand même resté. Mais je ne voulais pas commencer comme ça. Tout d'abord, merci beaucoup parce que vous avez mis des mots sur beaucoup de choses qu'on reçoit, des mots très poétiques d'ailleurs, c'est magnifique. On se retrouve dans un récit poétique de Paris, en bas, mais quand même, et dans le genre de nostalgie, mais c'était très beau, franchement, c'est très beau. J'ai pris plein de notes, plein d'expressions, c'est merveilleux, puis ça continue d'ailleurs. La première chose. Et vous avez mis des mots sur les choses qu'on ressent, mais en même temps, on pourrait dire tout le contraire, à mon avis. Tout le contraire. Alors je prends quelques exemples. Ça me frappe quand même. Quand on lit
tu verrais d'abord, par exemple, Haussmann, il y a eu la falsification, y compris contre révolutionnaire pour ses grandes avenues, pour empêcher les barricades, mais il y a eu aussi quand même, effectivement, ce motif hygiénique. Alors, quand on lit le récit du choléra à Paris par Haye, c'est effrayant, c'est affreux. Alors, quand même, ce Paris, il faut peut-être pas l'idéaliser, je prends ce qui me nomme. En ce moment, je suis en plein dans ce qui me nomme. Les descriptions, il y a un roman qui s'appelle Le Petit Saint. Le Petit Saint qui décrit une famille justement de marchands de Oual et qui habite rue Mouffetard. Mais on a presque envie de vomir la description de la vie quotidienne dans cette rue Mouffetard. Et c'est le tournant du siècle avec ces familles écrasées dans des petits appartements et la façon dont ils se lavent, la façon dont ils vivent, la façon dont des voisins meurent, la façon dont... Mais on tombe des nues, c'est une gifle comme ça. On prend des claques. On dit, c'est pas, non mais on dit, mais c'est pas possible que les alors j'ai vu ça, j'étais au Pakistan, je me disais, mais je ne connais même pas autour de moi des gens qui vivent comme ça au Pakistan, c'est affreux. Alors il y a ça. Ah, j'ai la réponse. Ensuite, oui. Ensuite, quand on voit, il y a des fois, on a l'impression tout d'un coup d'être dans le Paris des années, il y a 50 ans, mais c'est par exemple à Alger, quand on se promène à Alger, très souvent, où il y a une sorte d'imitation de Paris dans certains quartiers. Mais comme ça n'avait pas bougé depuis 50 ans. Et alors, bon, si, c'est un petit peu joli comme ça, mais il y a aussi, par exemple, cette harmonie des couleurs, moins, enfin, pas tellement. Pas tellement. Et puis, alors, ce qui m'a fait rire, c'est ah oui, alors, par exemple, moi, j'ai frappé à un moment, c'était longtemps, j'étais en plein chez les écrivains américains, les Noirs américains, qui vivaient tous à Paris, puisqu'on leur tapait dessus aux États-Unis, donc ils vivaient tous à Paris. Mais il y a quelque chose de commun dans toute leur description, c'est quand ils arrivent à Paris, et ils sont choqués d'abord par la saleté, quand même énorme de la ville, on est pour ça, mais quand même, c'est tout à fait la même saleté. Et aussi par le côté noir, la suie, la pollution, la suite, c'était Paris qu'on a connu d'ailleurs même dans mon enfance, où Paris était tout noir, ça a été blanchi, c'est quand même beaucoup plus beau qu'avant. On dit que les immeubles haussmanniens se ressemblent tous copiés, mais c'est pas vrai en fait quand on les regarde. Et quand on les regarde, ils sont tous un petit peu différents les uns des autres. Oui, et alors moi je sens qu'il y a eu des modèles. Moi j'habitais, bien sûr, mais c'est comme tu dis, ça donne une unité, mais il y a une certaine diversité dans cette unité. Personnellement, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, je m'en fichais complètement à Paris, je rêvais que de partir à l'étranger, ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai commencé à apprécier à Paris en faisant visiter Paris des étrangers, et surtout des Africains. Et je me rappelle très bien ma femme africaine, qui avait plein de qualités malgré tous ses défauts, etc. Enfin, je ne vais pas reconnaître. Toujours été que c'est elle qui m'a appris à regarder. Elle me disait, mais Yves, pourquoi tu marches comme ça? Regarde en l'air. Paris, il faut marcher en regardant en l'air. C'est un spectacle permanent. Et j'ai dit, mais quel spectacle c'est? Non, c'est immeubles, mais regarde les immeubles. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'elle aurait une agence immobilière. Elle me faisait remarquer des choses aux immeubles. Et elle marchait comme ça, le nez en l'air, en regardant, on ne se rend pas compte. C'est magnifique. Non, mais bon, elle avait des yeux incroyables, elle pouvait lire d'une rive à l'autre les noms de la salle. Et puis, alors, ce qui m'a fait quand même un peu rire, c'est le truc de sociabilité. Mais attendez, la sociabilité à Paris, c'est forcer des cours, à mon avis, ça devait quand même être un peu ça. Et quand j'étais petit, ma mère me disait, écoute, si on n'avait pas les internets, si t'es perdu et si tu sais plus où la première fois qu'elle veut sortir, surtout ne demande pas ton chemin à parisien. C'est pas ce qui va t'arriver. Tu cherches là où il y a un noir, là où il y a un arabe, et là tu peux lui demander ton chemin. Et ça s'est beaucoup amélioré. Avant, les gens, on leur parlait dans une langue étrangère, on risquait de se recevoir un coup de poing. Maintenant, les gens font un effort pour parler anglais. Il y a deux choses différentes. Je trouve que la sociabilité, c'est quand même beaucoup amélioré à Paris, avec un tas de nuances et tout ça, mais quand même, il ne faut pas noircir. Et je termine en disant, on parle tout le temps, effectivement, des mecs qui ont disparu. Bon, il y en a pas mal qui ont été... Mais moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de théâtres. Enfin, dans mon quartier, autour de ma rue, il y a 13... Alors, c'est à Montmartre, il y a 13 théâtres, mais on continue à Saint-Georges, il y en a tout autant. À Montparnasse, je ne sais pas combien, on parle effectivement... Il y a au moins chaque soir, il y a 200 pièces de théâtre en à Paris par an. Donc il ne faut quand même pas exagérer. Bon, là, mais en même temps, tout ce que vous dites est vrai. À mon avis, ce que je dis, juste le tout petit rebond sur l'affaire des lieux
voilà, effectivement, il y a toujours eu cette idée de dire il y a des quartiers de Paris qui sont puants, sales, où on vit dans des conditions misérables, de taudis, etc. Mais quand même, le côté positif, ce qu'on pourrait voir, c'est que quand on a décidé des réhabilitations, ces quartiers-là, ils ont repris et qu'on n'est pas forcé de raser, d'en faire des déserts. Et qu'à l'inverse, si vous regardez aussi le Paris moche, c'est-à-dire vous élargissez un peu la focale, promenez-vous. Moi, j'ai failli vous faire une collection des photos du Paris moche aussi, en disant voilà, mais il y a énormément de verrues, de choses horribles, très laides, notamment les années 80. Moi, tous les architectes des années 80, je les déporterai avec indignation. Voilà, je les envoie tous au bagne de Cayenne, et c'est des gens, ils méritent la dégradation de leur... C'est horrible ce qu'ils ont fait, c'est épouvantable. Et de dire, bon, d'un autre côté, c'est positif, c'est-à-dire qu'il y aura de l'espace pour reconstruire. Tout ce qu'ils ont fait dans les années 70, etc., mériterait d'être démoli et d'être reconstruit. Ce qu'ils ont fait à Montparnasse est abominable, ce qu'ils ont fait dans les Hauts-de-Belleville. Quand vous pensez que ces fous-là voulaient transformer le canal Saint-Martin en autoroute, la mort de Pompidou l'a empêché. Enfin voilà, on ne se rend pas compte du niveau de folie quand même de cette espèce de courant. Voilà, et c'est eux qui nous ont créé les banlieues et qui ont créé ce chaos aussi. Après, pareil, on va dire les gens des banlieues sont sales et tout, etc. Mais si vous créez des conditions de vie qui ne sont pas dignes du bétail pour des humains, vous étonnez pas complètement qu'il y ait après des révoltes. Enfin, c'est un peu lié. Donc, moi, et quant à la sociabilité des Parisiennes, moi, je pense que le Parisien peut être assez détestable dans le métro, tout ça, on est tous d'accord. Mais moi, je parle de la sociabilité des quartiers, des petites unités. On revient sur le Paris-Village. Je ne parle pas du Parisien dans la capitale, le Parisien de la capitale, mais le Paris-Village, c'est un lieu de sociabilité. Moi, on connaît les concierges du quartier, où les gens se retrouvent au café. Moi, les petites dames du quartier me tiennent au courant des nouvelles, etc., etc. Il y a cette vie-là, et cette sociabilité-là aussi, si, bien sûr. Alors, Gaël Oui, vous avez parlé d'un sujet qui est extrêmement important, il me semble, c'est, en gros, pour schématiser, c'est la psychiatrie de rue. C'est-à-dire les dingues qui font les rues. Je suis fils de Parisien de l'ancien temps, et du passage Moulin et de la rue Jean Bouton, donc à côté de le dénommé Dudule animait le quartier. Sa femme prétendait par contre pour lui que leur fils était le fils de Georges Marchal, mais pour vous raconter la vie de quartier. Voilà. Et Dudule menaçait de se foutre en l'air toutes les 2 secondes, une fois qu'il était bourré, et tout le quartier était concerné. Et tout ça baignait Paris, c'est-à-dire que tout le monde se sentait concerné, appelait la maréchaussée, appelait les pompiers, les chefs se soulevaient, on ramassait Dudule, on l'emmenait. Comment était-il traité? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que Dudule le lendemain était chez lui, plus ou moins sobre, et que l'affaire recommençait 3 semaines après. Et je me souviens très bien d'avoir manifesté, effectivement, dans le 11e arrondissement, et qu'on a aboli, et ça c'est pas la faute d'Hidalgo, il faut être tout à fait honnête, parce qu'il a manifesté avec tout le monde, etc., mais on a livré en fait une capitale qui est le carrefour de tous les espoirs, de toutes les détresses, de toutes les pauvretés, de toutes les richesses en détresse de tout le monde, en appauvrissant continuellement le tissu qui était celui de la psychiatrie du quartier. Je pense par exemple au centre Roquette, pour lequel toute la municipalité a manifesté il y a 20 ans déjà, et quand le centre Roquette a vu ses moyens diminuer, on a vu par exemple un couple perdre son appartement dans l'espace d'1 an, se mettre à vivre dans les toilettes de la mairie 11e, déambuler dans nos couloirs en pissant dans nos portes, etc. Donc il y a une espèce d'abandon qui n'est pas le fait d'Hidalgo, mais qui est le fait en fait de la société, qui a fini par abdiquer complètement en estimant que parfois, au petit bonheur la chance, ceux qui devaient s'en sortiraient, ceux qui ne devaient pas s'en sortir ne s'en sortiraient pas, et ceux qui devaient les subiraient. C'était un peu en fait ce qu'on avait compris de... Enfin, vous mieux être handicapé dans le Paris d'aujourd'hui que dans le Paris d'il y a 40 ans, quand même. Tous ces équipements handicapés, ça n'existait pas. Handicapé mental, je ne pense pas. Mental, je pense pas. Je pense que le tissu social est beaucoup plus indifférent à ce qui se passe derrière sa cloison. Alors, avec une impuissance certaine, il y a 40 ou 50 ans, c'est certain, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient... Mais ça veut dire qu'il y avait une conscience quand même
que ce qui se passait était grave. Alors, maintenant, absolument plus. Ouais, en même temps, moi je pense que je suis vraiment pas pour charger la barque sur Hidalgo. Enfin voilà, autant je peux de cette façon détester son action, mais je pense qu'elle n'est pas responsable de la mondialisation, de la globalisation, de l'abandon de l'État. Voilà, il y a tout. Après, par contre, ce que je note, c'est leur capacité à amplifier ces phénomènes. C'est-à-dire que ce qu'on attendrait d'une mairie, c'est d'amortir, au contraire, d'un État quel qu'il soit ou d'une puissance publique, c'est d'amortir les effets négatifs de la mondialisation. Et là, j'ai le sentiment qu'on joue au contraire les accélérateurs de particules en permanence. Et c'est ça, pour moi, si j'avais une critique qui serait plutôt celle-là, elle n'est pas la cause du surtourisme, par exemple, qui est une forme de folie aussi, parce que voilà, ou alors prenez par exemple même les quartiers LVMH, c'est assez bizarre. La grande affaire là qui a agité la semaine dernière à Paris avec le fait qu'LVMH privatise le Pont Neuf. En fait, ce point-là est assez étonnant. C'est-à-dire quand vous réfléchissez comment ce qu'est ce lieu, c'est-à-dire dans l'histoire. Alors c'est le lieu traditionnel du marché aux animaux. C'est là que Baudelaire a écrit ou s'est inspiré pour écrire Le Cygne, etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu extrêmement vivant. Moi, gamin, j'allais acheter des petits animaux aussi là-bas. Je courais tout le temps là-bas, regarder les animaux, etc. Bon, tout ça, les animaleries, parce que c'est pas bien, etc. Ça a disparu. C'est devenu un quartier pur LVMH. Moi, je rentre dans un café, le gars me dit, le café, j'appartiens à LVMH, le bar, c'est au Marquis de Carabas, j'attrape le journal local, c'est le journal du Marquis de Carabas, voilà, bon, pourquoi pas, enfin voilà, mais il y a un grand financier qui a racheté tout le pâté de maison, mais quel est le bénéfice qu'en tire un habitant entre celui que j'ai connu, petit, qui est la Samaritaine, qui était un lieu vraiment de merveille, de trouvailles, d'aventure, il se passe énormément de choses à la Samaritaine. Pensez à Paris au mois d'août de René Fallet, qui se déroule, qui a la Samaritaine comme cadre, voilà, et c'est vraiment un lieu magique. Vous retirez toute la vie populaire d'un quartier, vous en faites un hôtel de luxe, au passage vous rasez quelques maisons du 17e, 18e qui vous gênent parce que vous êtes au-dessus des lois et que personne ne dira plus rien. Les associations de quartier ne seront pas entendues puisque même le journal local appartient à celui qui a décidé de raser. Donc vous rentrez dans un système de ce type-là. Et j'ai rien contre particulièrement LVMH, mais quand j'entends des gens dire mais c'est merveilleux, c'est le luxe, c'est le rayonnement de la France, je sais pas quoi que ça, regardez, c'est quand même l'industrie du luxe, c'est-à-dire c'est ce qui est venu en détruisant l'artisanat du luxe. C'est plus de l'artisanat, c'est de la copie à la chaîne du luxe. Ok, ça marche, c'est très bien, ce monsieur est très riche et je suis très heureux pour lui, il a des employés, c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand il y a une vraie privatisation de l'espace public, je commence à me poser des questions. Et les liens avec la mairie PS sont assez fous. Enfin, c'est-à-dire que l'adjoint à la culture, Christophe Girard, là, j'ai eu un échange de ping-pong sur les pages ces jours-ci, parce que l'élu vert avait dit, c'est élevé contre, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars en charge des Verts là-bas, à la mairie, et il s'est élevé contre la privatisation d'LVMH. Et je dis, mais attends, mais c'est bien, mais souviens-toi quand même d'où l'emprise des LVMH vient, c'est des Verts. C'est parce que Christophe Girard était en même temps élu des Verts à la culture et en même temps directeur du développement de LVMH. Christophe Girard tout de suite répond en disant non, moi je suis innocent, donc je peux prouver. D'ailleurs, la preuve, quand j'étais maire adjoint 10 ans après, je suis parti, etc. Bon, 10 ans après, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est un peu du Girard. Mais c'est pas grave, c'est culturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paris est devenu la ville dont la culture était la promotion de Jeff Koons, la promotion, etc. S'il y avait un univers culturel qui était celui-là, je ne veux même pas me poser la question en termes juridiques, savoir s'il y a des intérêts, ça n'est même pas le débat. C'est le débat de quel est le moteur finalement de l'action d'une puissance publique. Et ce moteur a été effectivement très lié au développement concomitant avec LVMH, où l'action est passée de 10 euros à 1000 euros, enfin de 10 francs à 1000 euros. Donc voilà, donc c'est un développement, c'est une aventure d'industrie, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement vraiment à la ville? Et je ne suis pas certain. Moi, j'aimerais bien avoir un débat avec quelqu'un comme Bernard Arnault, parce que j'ai pas une détestation pareille fondamentale de son parcours ou autre. C'est pas le problème de faire rendre gorge au grand capital et de dire à un moment donné, mais quel est le bénéfice pour la ville d'avoir ces gens-là? Si on prend le quartier Saint-Germain-des-Prés, ils ont racheté, pareil, les LVMH ou d'autres, mais des boutiques de luxe, etc., ont tout racheté. Ils ont racheté la librairie La Une, ils ont racheté toute la vie intellectuelle de Saint-Germain-des-Prés. Et voilà, tout ça n'existe plus. Mais quel est le bénéfice pour nous? C'est-à-dire qu'effectivement, ça devient un duty-free. Paris devient une sorte de duty-free d'aéroport. Mais c'est pas du tout... c'est pas à Paris. Quand Souchon chante les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris, il parle de ça. Il parle de ce phénomène. De dire on a retiré toutes les librairies du quartier et on a mis à la place de la vente d'objets de luxe pour les touristes. Et donc après, il faut alimenter la machine en touristes et alimenter encore plus fort. Avec en passage, on retire tous les groupes vivants de Paris, c'est-à-dire les avocats
envoyés je ne sais où, les étudiants envoyés je ne sais où. Vous dites après vous n'avez plus de vie dans le quartier latin. Ben évidemment, si vous retirez la justice, si vous retirez bientôt la préfecture de police, si vous retirez les étudiants, etc., vous retirez les étudiants du quartier latin, ben, ma foi, il reste quoi? Enfin, vous voyez, donc la vie, elle est sans arrêt. On a parlé de la coquille de l'escargot quand on parle du bâti d'Haussmann, etc. Il y a une destruction quand même nette du bâti et volontaire. Et il y a aussi, on a retiré l'escargot, c'est-à-dire qu'on a retiré les gens qui font vivre le truc, et aussi l'état d'esprit qui naissait de tout ça. Donc c'est ces trois points qui posent problème. Je vous en prie, oui. J'en prie. À propos de votre pari sans Haussmann, où on aurait fait la réhabilitation, à ce moment-là, on ne savait pas faire la réhabilitation, mais depuis des siècles et des siècles, on savait démolir un château fort pour le remplacer par un autre. Ça se faisait couramment, ce n'était pas du tout scandaleux. Ça, c'est une remarque, mais la question, c'est que faites-vous des habitants? Le Paris dont vous semblez rêver, c'est un Paris qui fait moins de 500 000 habitants. Franchement, moins. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Si on les met dans des maisons à 3 étages, forcément, ceux qui habitent au-dessus, il faut les envoyer ailleurs. Bon. Alors, vous nous avez également dit que ceux qui étaient partis de Paris avaient détruit les banlieues. Alors, si on en fait encore partir 1 500 000 en plus, ceux des banlieues, où vont-ils aller? En Corrèze? Mais vous ne croyez pas qu'on peut à l'inverse repeupler? Prenons l'île de la Cité, moi je vous fais partir tout de suite l'Hôtel-Dieu, je le remets à une place raisonnable, dans un bâtiment un peu plus beau, je vous détruis la préfecture de police, je garde juste un coin avec les traces de balles de l'histoire de la libération de Paris pour mémoire, mais le bâtiment n'a aucune valeur, on retire la bourse du commerce qui ne sert à rien, ou alors on l'a fait transformer par des architectes, vous transformez tout ça avec des logements par habitant, vous recréez des parcelles dans cette espèce d'immense terrain vague qui est le parvis et qui est cette succession de bâtiments ineptes qu'il y a partout. Moi, je vous remets pas mal de monde dans l'île de la Cité et vous allez plutôt loger, au contraire. La tour Montparnasse, excusez-moi, c'est une belle dalle. Vous pouvez mettre des habitants là. Mais voilà. C'est comme dans le 8e arrondissement, pour une raison de prix, d'argent. Les immeubles d'habitation ont été transformés en immeubles de bureaux. Pour une question de prix. Et maintenant, si vous retirez la préfecture de police de l'île de la Cité, où la mettez-vous? Non, mais les services de préfecture de police, ils peuvent maintenir à Paris, on peut maintenir quelque chose, mais c'est pas la peine d'avoir ces gros bâtiments qui détruisent entièrement le quartier. Vous voyez bien que c'est une île entière qui est le berceau de la ville, qui est la plus belle île médiévale qui est restée quand même, et qu'on détruit. Il y aurait matière à faire quelque chose, de dire bon, on reprend un parcellaire intelligent, on confie à de multiples architectes des projets à la fois singuliers, mais avec un certain respect de code de matériaux, de qualité de matériaux, etc. Et on reloge tout simplement des habitants, des vrais gens qui vont peupler. Les publics dont on a parlé pendant le Covid prioritaires, les gens qui font des métiers, on remet des artisans en pas de porte, on remet des commerçants, et voilà, enfin c'est quand même... Les gens qui font des métiers, qui se lèvent le matin pour aller travailler, ce qui est tout à fait incompatible avec le Paris nocturne et touristique où on ne peut pas dormir de la nuit. Pourquoi? Ça a bien cohabité pendant très longtemps. Et à partir de quel moment Paris est devenu interdit la nuit? Chirac, couvre-feu de 2h du matin, c'est assez récent. C'est-à-dire que depuis quand Paris n'est plus une ville qui vit la nuit? C'est très très récent. C'est Chirac qui a transformé une ville nocturne en ville résidentielle avec une idée de faire, on va faire Nice pour la Côte d'Azur ou On ne s'entend plus. Je vous en prie, continuez. Oui, je disais, il y a 50 ans, il n'y avait pas de musique amplifiée où on peut entendre un bar à plusieurs centaines de mètres. Très juste. Et alors, dans ce cas-là, peut-être que le problème, c'est l'ampli. Et de dire, regardez, prenez la fête de la musique, ça avait lieu récemment. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment horrible à cause de la musique amplifiée. C'est-à-dire que le contrat de base, c'était d'écouter ses voisins faire de la musique. C'est-à-dire le gars qui avait un talent pour le violon, je sais pas, voilà, ou quelqu'un qui chante, ou les enfants, je sais pas quoi. Voilà, c'était de s'écouter. On était dans l'acoustique. C'est ça le contrat de départ. Et ça faisait quelque chose de très charmant. Et puis après, on a commencé à dire, finalement, c'est un événement avec des podiums. Alors la mairie fait son podium, l'État fait son podium, Coca-Cola fait son podium, machin fait son podium, etc. Maintenant, vous avez une musique amplifiée dans
les bars partout, et il n'y a plus que musique amplifiée partout, et vous avez des tonnes de pistes qui dévalent parce que garçons et filles pissent au même endroit, etc. Et tout ça, que ça fait une grande marée qui avance, et c'est devenu un truc que je trouve assez dégueulasse, qui est ce qu'on appelle l'esprit festival. Ok, moi je suis même pas contre, laissons cette journée esprit festival dans ce cas-là, mais créons une journée dans ce cas de l'acoustique, une journée où on a plaisir à entendre des musiciens, des chanteurs, laissons. Parce que l'acoustique, il ne peut pas exister au milieu de l'amplifié, ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, l'amplifié, c'est pas compatible avec ce type de ville. Là, je suis bien d'accord. Et dans ce cas-là, redonnons sa place à l'acoustique. Ok, la musique dans les bars, mais à condition de faire de l'acoustique. Vous faites plus d'amplifié. Voilà, ça, c'est un bon accord, je trouve. Et on est respectueux. Et Paris est une ville qui peut revivre la nuit, qui peut être attractive, où les Parisiens font des choses, où les touristes retrouveront du plaisir de voir ce que font des Parisiens. C'est tout à fait envisageable. Il n'y a pas besoin de créer des 5000 événements tout le temps et d'épuiser la ville comme la forêt amazonienne, là, pour produire plus de touristes, plus de JO. La situation aujourd'hui, c'est Paris est une ville pour les gens riches, bien portants, etc. C'est pas une ville pour les gens qui travaillent. Alors, j'arrête. La discussion va continuer de toute façon dans les mois qui viennent. On va passer la parole à Guillaume qui voudrait intervenir, oui. Je vais prendre le contre-pied du coup de la présentation il y a 2 minutes. Puisqu'en fait, justement, il y a un fait assez marquant. Paris est la seule métropole de France à se vider. Je viens de vérifier là, sur Wikipédia, 1954, 3 millions d'habitants, 2020, 2 millions 1. Alors, elle a perdu qu'elle ait 50% de sa population en 50 ans, un peu plus. Justement, est-ce que le premier problème de Paris, avant Hidalgo, Chirac, n'importe qui, le fait d'avoir mis une mairie élue, est-ce que c'est pas simplement le fait que la ville se soit littéralement vidée? La population, il n'y a plus de fait de société s'il n'y a plus personne pour l'incarner. Alors, est-ce que c'est pas une question finalement aussi de monoactivité touristique, de dire à un moment donné, voilà, on a une question là pour le coup écologique, et que la mondialisation et l'écologie, quoi qu'on raconte, ça va pas très bien ensemble, et que effectivement, vous avez toujours sur Internet le phénomène de quelqu'un qui repère un arbre rare. Il dit voilà, c'est le plus bel arbre du monde, on le met en photo sur Internet. Puis 10 jours après, il y a tellement de gens qui sont venus que l'arbre, on l'a en photo, il est mort. Et je crois que c'est vraiment très propre à ce phénomène de mondialisation, c'est qu'une richesse vous expose et vous détruit en réalité, et que Paris subit ça aussi. Et plutôt que de miser sur le petit, sur une logique un peu plus sobre, vertueuse, qui serait écolo pour le coup et qui vaudrait mieux que les affichages bidons qu'on nous fait croire d'un Paris écolo parce qu'on laisse pousser je ne sais quoi n'importe où et qu'on a tout cassé et qu'on refuse d'entretenir, c'est plutôt de dire ok, tout le monde ne viendra pas à Paris, on ne va pas faire des millions de nuitées, on va interdire peut-être Airbnb, je ne sais pas, je suis pas en charge du dossier, mais de dire, il y a des réflexions à avoir pour dire est-ce que les gens peuvent venir voir la ville? Mais pour voir la ville, il faut que la ville appartienne d'abord à ceux qui y vivent. Mais quand ceux qui y vivent ont plus intérêt à louer leurs appartements en Airbnb pour faire de l'argent que de le louer à des vrais habitants, on commence à avoir un vrai problème. Mais on l'a à Venise, on l'a à Rome, il y a une ou à Saint-Malo, ou n'importe où, dans toutes les villes un peu touristiques, on a ce phénomène de destruction par la richesse en fait. Et c'est ça qui serait intéressant de discuter avec des gens comme LVMH, c'est-à-dire de dire c'est pas mal que vous fassiez un business à partir de l'imaginaire de Paris, si ça vous aide à vendre du parfum, pourquoi pas, mais ayez une sorte de retour, de taxe d'habitation on pourrait dire, qui serait de ne pas justement de participer à un Paris durable. Et voilà ce qu'on pourrait négocier avec des financiers comme ça, alors que là du coup il a totalement pris la samaritaine. Alors, vous voyez les Parisiens le soir qui vont regarder les riches, devenu assez obscène, c'est-à-dire qu'il y a des grandes baies vitrées où il y a des gens avec des télévisions gigantesques qui se promènent à demi à poil dans leur et les badauds parisiens ils viennent regarder le spectacle comme une sorte de je suis pas allé à Amsterdam mais ça fait quartier rouge d'Amsterdam, c'est n'importe quoi, c'est une ville, il y a quelque chose qui va pas dans cette hyperclasse, elle est un peu folle aussi. Philippe. Oui, votre description de Paris est très sympathique, mais c'est un Paris en voie de disparition. Les commerces de proximité, les petites épiceries dites arabes, les boulangeries, tout ça, disparus. Ils sont remplacés par des boutiques de fringues et compagnie. Et puis, pour dire franchement les choses, l'hyperinflation de l'immobilier n'a jamais dérangé la gauche. La gauche est acquis à l'argent, la mondialisation néolibérale, qui détruit le Paris populaire. Oui, bien sûr. C'est un constat. Si vous ne faites pas ce constat-là, vous ne pourrez pas lutter et essayer, un tant soit peu, de recréer
un Paris populaire. Bien sûr, et ça c'est complètement la réflexion sur la gauche. C'est-à-dire, je pense que cette gauche qui est arrivée au pouvoir... Oui, mais excusez-moi de vous dire, non. on n'attendait pas ça d'eux aussi. Ah ben voilà, bien sûr. Mais en fait, moi je pense que la gauche qui est arrivée au pouvoir, c'est une gauche qui avait le logiciel Strauss-Kahn, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire l'idée de dire dans un plus grand, un peu keynésienne, de dire dans un plus grand gâteau, on va faire des plus grandes parts. Et donc c'est pas grave de vendre Paris au luxe, machin, etc. Parce que dans tous les cas, avec l'argent, on fera des logements sociaux. C'est un petit peu ça l'idée. Et je pense que leur stratégie était celle-là. C'est-à-dire de dire d'un côté, on ouvre les vannes de l'argent, et de l'autre côté, on aura un peu plus d'argent pour le service public. Et je crois que cette gauche-là était sur ce logiciel. Et en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous ouvrez les vannes de l'argent, vous créez effectivement une spéculation que vous ne maîtrisez plus. Et donc après, je ne sais même pas si le peu de logement social qu'on pensera, ou le peu de peuple que vous voudrez maintenir un peu artificiellement ou un peu aidé, arrivera à tenir face à la vague que vous aurez créée. Et c'est ça la réflexion en fait de fond. C'est pour ça que la réflexion, là pour le coup, un peu plus écolo, un peu plus globale, un peu plus durable, est nécessaire et qu'on ne peut pas dire, non, faire du fric va résoudre les problèmes. Non, faire du fric va créer finalement des problèmes et va créer une dégradation de la vie, en tout cas pour les villageois. Peut-être pas pour un certain Gotha, mais eux-mêmes, à un moment donné, vivent aussi des vies plutôt vides, vont mourir dans des sous-marins bêtement ou de mille façons stupides, n'ont pas des vies géniales. Enfin, moi, je pense que ces gens-là s'ennuient avant toute chose. Et quand on voit le plaisir qu'ont relaté tous ceux qui vivaient, même dans les hautes classes de la société, au moment où le Paris populaire était la dynamique dominante, c'est-à-dire dans les années 20-30, année où par ailleurs on détruisait énormément de très beaux hôtels particuliers du 18e, c'était un carnage, mais où en tout cas il y avait une vie populaire dominante, etc. Mais il n'y a que ça, des chansons d'aristos qui vont s'encanailler dans des lieux, etc. Parce que la dynamique dans ces années-là a été du côté de la culture populaire, du côté de ce qui se passait à Belleville, à Ménilmontant, des machins, etc. Et toute cette dynamique. Et de dire, il y a une forme de culture qui a été stoppé par la guerre, le pétainisme et le reste, et qui n'est pas vraiment revenu depuis. Il y a une américanisation, il y a eu d'autres choses qui ont fait que cette culture populaire n'a pas repris. Et pourtant, moi, je dis qu'elle est là, parce que je l'ai vue, et je l'ai vue vraiment vivre, et je l'ai vue très dynamique, mais je voyais que c'était les pouvoirs publics qui lui cassaient les reins quand elle était là. Oui, pardon. Non, encore une fois, il faut dire la balance. On parlait de Rome, et Rome jumelait la sœur, mais enfin, Rome, personne ne voudrait être la sœur de Rome si Rome était restée la ville populaire sans les réformes urbanistiques d'Auguste, de Néron et de Trajan. Alors on aurait pu faire le raisonnement, ils n'auraient rien dû changer, c'était le Rome populaire, etc. On n'aurait pas, il aurait fallu garder le Rome initial, mais les Rome initiales, donc personne ne voudrait être... On va faire la pub de la maison. La jumelle de ce Rome initial. On fait la pub de la maison ? Ils ont dû quand même dégager pas mal de quartiers populaires. On va mettre de l'eau au moulin quand même. On est chez Royaliste, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe pendant des siècles quand les rois embellissent Paris ? Ils vont construire à l'extérieur. Où est-ce qu'on a vu que les rois avaient détruit Paris ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même les rois qui sont partis, qui sont allés faire Versailles, leur ville nouvelle, ils sont allés la faire plus loin. D'accord ? Ça leur a peut-être coûté cher, mais le fait est en tout cas qu'à cette époque-là, il y avait des destructions. Si on prend, on retourne, à l'époque de Louis XIV, on a quoi ? Paris ressemble à Carcassonne, d'accord ? On a tous les remparts autour de Paris. Louis XIV détruit les remparts, et à la place, il va créer les grands boulevards. Il y a une création qui en remplace une autre. Et que des choses meurent, des choses naissent, on est tous d'accord avec ça. Si vous mettez de nouvelles choses, je sais pas, le Louvre, vous aviez un Louvre médiéval, vous mettez un beau Louvre à la place, ça. Mais quand vous faites disparaître 1000 ateliers d'artistes et que vous mettez à la place la tour Montparnasse, excusez-moi, mais il y a un vrai problème. Là, le traitement psychique, c'est pour les élites. Parce que là, il faut vraiment... il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire de dire, mais non, mais enfin, la vie, c'était quand même ce quartier du Montparnasse. C'est ça qui est la richesse. C'est ça encore qu'on vend aux touristes aujourd'hui. Et on leur montre la tour Montparnasse. On leur vend l'image d'un rêve. Ça existe même chez les Japonais. Ils ont une maladie. Les Japonais à Paris, c'est le syndrome de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a vendu un rêve. Émilie Paris, Amélie Poulain, machin, etc. Ils arrivent à Paris et ils voient la réalité. Comme les Japonais, je sais pas, dans leur culture, ils croient vraiment peut-être à quelque chose. Enfin, il y a une forme de sincérité de leur culture et de poésie. Ils prennent Paris en pleine gueule. Et à l'hôpital Sainte-Anne, ils ont ouvert un service spécial pour les Japonais parce que ils pètent les plombs de leur dissociation psychique entre le fait que nous on leur vend, vous voulez voir le Paris, c'est les artistes, machin, etc. Et ils arrivent, on a tout rasé et on est content d'avoir tout rasé. On passe notre temps à faire ça. Il y a un problème chez nous quand même, non ? Ce que vous décrivez de Montparnasse, ça s'inscrit dans une époque
En fait, bon, c'est ce qu'on appelait l'école de Paris, mais c'est aussi le moment où ça bascule et où la capitale de l'art, c'est plus Paris, mais ça passe à New York. Et voilà. Donc on peut détruire les ateliers d'artistes. Ah bah, non, c'est parce qu'on les détruit que la capitale part ailleurs. C'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on tue, on casse moi je pense que, enfin là pour avoir pas mal bossé sur la culture, le populaire forme le terreau de la ville et les plantes qui poussent dessus, c'est les artistes. Mais si vous retirez et le terreau et que les plantes vous les coupez, à un moment donné, vous avez une dalle de béton et puis voilà, vous vous baladez à Montparnasse. Et puis voilà, et après vous avez des gens comme Attali qui parlent maintenant d'écologie, c'est lui qui va nous sauver, il prêche l'écologie, c'est comme lui qui a introduit les supermarchés dans Paris, il y avait une loi qui protégeait avant, et maintenant il y a des supermarchés partout. C'est dommage, non? Parce que les commerçants, ça formait vraiment quelque chose de l'identité locale. Je sais pas, l'île Saint-Louis de mon enfance, moi c'est trois boucheries, trois boulangeries, etc. Là maintenant c'est 15 Bertillon. Bertillon, c'était la petite glace clashée qu'on allait, le petit secret qu'on avait, qu'on offrait à ma grand-mère quand elle venait de sa province, voilà, pour... ok, au coup que ça se démocratise et tout, qu'il y en a dans tous les aéroports, je suis pas contre, et tant mieux si M. Bertillon est riche, mais de dire à un moment donné, quand toute l'île Saint-Louis est là, Bertillon, je dis, c'est un problème quand même dans votre ville. Et sinon, c'est des galeries d'art bidon. Moi, il y avait la blanchisseuse, j'aime bien la vieille blanchisseuse de ma mère. C'était une vieille dame, elle avait ses fers à repasser en fer comme ça, qu'elle continue à manier. Même à mon enfance, c'était déjà complètement anachronique. Elle nous racontait qu'elle lavait le linge dans la Seine avant, au temps de sa grand-mère. Bon, donc c'est des mondes anachroniques. Je ne dis pas qu'elle peut vivre aujourd'hui, elle aurait 200 ans maintenant. Mais voilà, bon, ok, les choses s'arrêtent, je suis d'accord. Sauf qu'à la place, c'est galerie d'art. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des jeunes artistes à la place, qu'il y ait des choses sincères, qu'il y ait des petits commerces sincères. Et des jeunes, il y a plein de jeunes qui veulent faire des trucs chouettes dans plein de domaines. Pourquoi ils n'ont pas la place? Parce que on colonise avec des galeries d'art bidon, avec du truc pour touristes, des boutiques de souvenirs en gros. Et les Saint-Louis, globalement, ça n'a pas grand intérêt d'un point de vue des commerces. Il reste un tout petit peu, 2-3, mais c'est... Voilà. D'autres questions? Bravo. Merci. Merci de votre patience. On reprendra cette discussion autour de Paris et sur les questions relatives à l'urbanisme dans les prochains mois ou les prochaines années peut-être. Voilà, merci beaucoup David. C'était la dernière soirée de cette session. On se retrouve à la rentrée avec une autre formule.